Monsieur Aoudi, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je me porte très bien. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez. Dans cet entretien, nous voulons parler du quotidien de vie des Togolais. Nous pouvons constater dans l'expression de plusieurs Togolais un mot aujourd'hui qui ne cesse de résonner partout, la faim. Ensuite, nous constatons de la colère qui se dégage dans la façon de s'exprimer ou de s'adresser les uns aux autres. Qu'est-ce qui explique cet état de fait d'abord, premièrement? Selon vous, que mettent les Togolais dans le mot la faim? Si nous devons faire une analyse politique, est-ce que quand on parle de la faim au Togo, voudrait-on parler de l'emploi indécent, de la difficulté à se prendre en charge sur le plan sanitaire, de la difficulté à scolariser les enfants, de la difficulté à mettre les enfants à l'université après le bac, la difficulté à retourner l'échelle à ses parents, la difficulté à prendre en charge ses géniteurs, les jeunes filles qui se livrent à la débauche, des diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, le métier des ZEM, devenu le seul rempart des diplômés fait par contrainte avec tous les risques. Qu'est-ce que les Togolais mettent dans la faim aujourd'hui? Vous avez tout dit. Quand les Togolais parlent de la faim, ça résume tout ce que vous avez dit. Les sous-métiers, ne pas trouver d'emploi après les études universitaires, nos filles, après avoir appris un métier, n'ont pas les moyens ou bien les mesures d'accompagnement pour pouvoir installer leur atelier. Le seul métier qui leur reste à faire, malheureusement, mais pas contrainte, c'est de vendre le cacao de la grand-mère. Chez nous, on a même Maniba, quoi. La terre de la vieille, que Dieu leur a donnée, qui devait être protégée, qui devait être sacrée. C'est ça même qui exprime la dignité de la femme. En référence de la dignité de la personne humaine inscrite dans notre constitution. Donc quand les Togolais parlent de la faim, ça résume sa vie au quotidien. Comment faire pour faire nourrir ses enfants? Comment faire pour les scolariser? Où est-ce qu'il faut les scolariser? Le petit déjeuner des enfants, le petit déjeuner de la petite famille, les soins. À tel point que les gens sont extrêmement stressés quand il s'agit... Ce qui fait que si vous rentrez dans les petites unités de santé que nous avons, les jeunes gens attaquent l'AVC, vous ne comprenez pas, parce que c'est le stress qui amène ça. Vous mangez mal, vous devez courir de gauche à droite pour pouvoir subvenir aux besoins de votre petite famille, c'est pas facile. Les Togolais mangent mal, et je crois que nous allons toucher ça, c'est ce qui fait que des gens vont chercher du riz jeté au dépotoir. Nous le disons simplement comme ça, mais c'est assez profond sur les conditions sociales des Togolais qui prouvent que le régime en place n'a jamais pris soin d'éditer un programme de protection sociale assez sérieux pour pouvoir freiner la pauvreté accrue dans laquelle d'ailleurs ils ont décidé de nous jeter. Et je crois qu'il est temps, il est plus que temps que nous les Togolais, nous ressaisissions afin que nous arrêtions cela. C'est-à-dire que, à regarder de près, si je veux faire une analyse politique de nos conditions de vie et surtout de travail dans le pays, je dirais que nous sommes devenus esclaves dans notre propre pays. Le mot est fort. Bien sûr. Parce que Dieu nous a bénis. Le Togo est un petit pays qui regorge une démographie qui n'est pas assez acceptable, assez maîtrisable, mais qui a d'énormes ressources naturelles. C'est comme la Guinée équatoriale, qui a le pétrole, qui a beaucoup de choses que nous aussi nous avons. Et le président qui est là-bas, moi j'ai dit que tu peux décider de conserver le pouvoir. Et c'est ce que le grand frère King a dit. Mais le seul problème des Togolais, c'est la souffrance, c'est la faim. Et il allait même dire que le seul opposant que lui, il connaît au Togo, c'est la souffrance des Togolais. Dès lors qu'un président décide de s'attaquer sérieusement à la souffrance des Togolais, il peut rester au pouvoir aussi longtemps qu'il voudra. C'est une grande stratégie qu'il a donnée. Il a dit qu'il n'est pas politicien, mais ce qu'il a dit là, c'est une stratégie de façon spéciale politique qu'il a donnée. Non, mais si nous définissons la politique comme étant l'art de s'intéresser à la cité. Non, ce n'est pas seulement de s'intéresser, c'est l'art de gérer les problèmes de la cité. Et quand vous avez demandé au frère souverain, qui est le peuple, de vous accorder
la latitude d'être son serviteur, vous devez l'être de façon convenable. Donc, vous avez parlé de la colère. Mais quand vous avez fait et que vous savez que le bien commun que vous avez est dans la main d'un petit groupe, comme l'a dit le chef de l'État en ce moment, qu'un petit groupe ou une minorité s'est accaparé de la richesse nationale du pays. Et cela je trouve de colère des Togolais parce qu'ils se disent que le chef de l'État lui-même, le chef suprême des armées, a fait cette déclaration et jusqu'à présent, il ne prend pas de dispositions pour pouvoir. On dirait que nous sommes dans un gangstérisme étatique. Parce que vous ne pouvez pas être le chef de l'État. Vous avez l'armée à votre disposition. Vous avez la justice à votre disposition. Et les révélations que nous écoutons aujourd'hui me fait froid au dos. Parce que selon ces révélations, on dirait que la justice togolaise est dans la main du chef de l'État devenu Premier ministre aujourd'hui, qui l'utilise à sa guise. Et c'est grave. Et j'ai écouté un responsable de Cassit aujourd'hui disait dans un entretien que les juges ont peur. Ah, nous avons fait. Ce n'est pas en voulant nécessairement faire ton travail de façon judicieuse que tu vas perdre ton boulot. Donc, ils ont peur. Si on te dit de faire ceci, tu fais. Et c'est grave. Si on n'a plus la sécurité juridique dans un pays, alors là, la cohésion sociale n'aura jamais lieu. Merci, M. Aoudi. Vous êtes rentré sur le plan juridique aussi en même temps. Bien sûr. Vous avez parlé pendant votre campagne d'une jeunesse dévalorisée. Et aujourd'hui, vu la situation, vous parlez aussi d'une population déshumanisée à qui on a totalement arraché sa dignité. Sur le plan sanitaire, malgré les multiples réformes et actions du gouvernement jusqu'à allant tout récemment à l'installation de l'assurance maladie universelle, les gens continuent de se plaindre. Ils ne se sentent pas dans l'action de l'État. Bon, vous qui êtes aujourd'hui jeune leader politique, qu'est-ce que vous mettez dans la fin et elle est devenue le mot courant des Togolais? Que pouvons-nous voir au-delà de ce moment? Ouais, lorsque vous dirigez et que votre seule préoccupation, c'est de trouver des mesures pour intéresser les partenaires internationaux, dans des gros discours, dans des grands documents. On a vu PND ici, Programme national de développement. On n'a rien vu. Feuille de route du gouvernement, rien du tout. Feuille de route du gouvernement ajusté, rien du tout. Tout ça là, pour montrer que nous sommes en train de travailler, mais on ne voit pas les résultats sur le terrain. Et c'est énervant, c'est choquant, c'est ahurissant. Vous voyez? Et on dit assurance maladie universelle. C'est pour répondre, c'est pour paraître être conforme avec les conventions internationales qui sont tellement sérieuses sur le respect de la santé. Parce que la santé, le soin de la santé est universel. Vous ne verrez aucun État au monde qui ne va pas prendre soin de la santé de sa population. Parce que si vous avez une population malade, vous manquez des bras valides pour construire le pays. Alors même que notre pays est une jeune démocratie, si on peut aujourd'hui encore parler ainsi, parce que nous sommes rentrés dans un régime totalitaire là, qui contrôle tout, qui vient te chercher à la maison parce que tu as parlé. Or, c'est à l'antipode de la constitution que les messieurs sont donnés. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, la colère est montée d'un cran parce que des gens disent, mais comment pouvons-nous être dans un pays riche, humainement riche naturellement, et que certains seulement vont s'accaparer des ressources nationales, là, comme l'a dit le chef de l'État à ce moment. Mais je dirais que si je veux commenter ça, je dirais qu'il se moque de nous. À qui se plaît? À nous, toi qui as tous les pouvoirs. Tu peux demander à la justice de poursuivre tant. Vous allez attendre que tel a détourné tel milliard. Et il n'est jamais poursuivi, il n'est pas inquiété. Parfois même, c'est curieux de voir qu'on le change, on le déplace d'un ministère à un poste plus juité. Exactement. Est-ce que c'est tout ça là qui sont les raisons de la colère des Togolais aujourd'hui? Est-ce qu'elle est due à la mauvaise gouvernance? Nous venons de parler de cette mauvaise gouvernance, des gens qui vivent dans l'opulence pendant qu'il y a l'illégalité sociale, des gens qui font des détournements de fonds sans être inquiétés et autres, les routes qui ne sont pas en bon état. Est-ce que c'est effectivement les raisons de la colère? Oui, si vous dirigez un pays, c'est le même régime qui régente ce pays, bientôt 50 ans. Et que des gens font... Est-ce qu'ils régentent ou dirigent le pays? Ils régentent le pays. Parce qu'on ne dirige pas les humains comme ça. Diriger les humains,
aujourd'hui, c'est avec leur consentement. Vers un objectif commun et précis. Quelle est la vision nationale de ce régime? Quelle est la vision nationale étatique du Togo aujourd'hui? Si on nous pose la question et que nous avons dit, bon, voilà, nous allons. Je n'en trouve pas. Il est temps que le mot qui est inscrit dans la Constitution, qui s'intitule l'égalité, soit repensé autrement. Parce que nous ont dit que nous sommes dans une démocratie participative. Et lorsque vous êtes dans une démocratie participative, la légalité ne se résume pas seulement à une égalité juridique et politique, ou bien une maxime électorale où un individu, un citoyen égale une voix. Aujourd'hui, vous allez voir 4 types d'égalité. Lorsque vous ne les respectez pas, il y a l'inégalité sociale, l'inégalité économique, l'inégalité même dans les domaines publics, dans les domaines privés, en matière d'activité économique. Et c'est ce qui se passe au Togo. Et dans une démocratie participative, à part les deux égalités, l'égalité politique et l'égalité juridique, il y a ce que nous appelons l'égalité des conditions. Et l'égalité des conditions exige que, devant une situation donnée, au nom de l'égalité, que chacun ait la même chance de traitement, d'être traité de la même manière. Et c'est inscrit dans leur constitution, là, notamment en article 19, où la partie qui indique la déclaration solennelle des droits et devoirs des citoyens et des personnes, des droits fondamentaux. En son article 19, on dit que les citoyens togolais ont droit à un travail décent. Mais combien de Togolais ont un travail décent? Ceux qui travaillent même, c'est un travail qui n'arrive pas à leur permettre de subvenir normalement à leurs besoins vitaux. Et les besoins vitaux, là, il y a les besoins élémentaires. Sont logés correctement. Lorsque vous revenez de la maison, il faut que vous arriviez à avoir de la lumière. Ça prouve que nous devons payer l'électricité. Si je suis malade, il faut que je me soigne. Et pour que je me soigne, il faut que j'ai les soins de qualité. Et pour que j'ai des soins de qualité, il faut que ce soit dans des locaux acceptables, dans des locaux décents, dans des locaux où on peut traiter les humains. Allez à Tokwe. Pourquoi j'ai vu une image sur TikTok, je me suis posé plusieurs questions. Les femmes même sont par terre. Par terre. Sont venus pour... Les mamans de nouveau-nés et les nouveau-nés sont par terre. Vers où nous allons? Or, en 1970, vous allez voir chacun avec son lit. Et après 60 ans... Après 60 ans, nous sommes en train de régresser. On est dans une décadence de la vie humaine même. Donc, je disais que lorsque vous ne respectez pas le principe d'égalité des conditions des citoyens, eh bien, nous allons tomber dans des conséquences où nous sommes aujourd'hui. Et l'égalité des conditions des citoyens évoque ce qu'on appelle le principe de la solidarité. Et c'est ce qui amène même à la sécurité sociale ou à la protection sociale, qui permet aux services publics d'intervenir à aider les citoyens à affronter convenablement les risques. Par exemple, lorsque vous êtes... Quand vous prenez en fait le système INAM, INAM a été créé en fait sous ce principe d'égalité, de solidarité, mais nous voyons qu'au fur et à mesure que ça avance, en fait, il y a des restrictions qui sont faites à tout moment, qui font que les services ne sont pas vraiment disponibles totalement aux bénéficiaires. Bien sûr. Tout ça, c'est la corruption. Parce que lorsque nous demandons aux partenaires de nous aider, à part les impôts que nous faisons, eh bien, la plupart de ces sous-là rentrent dans les poches des gens. Parce que les gens prennent la République, la race publique, comme si c'était leur entreprise privée, comme si toutes les ressources publiques étaient pour eux, donc ils doivent donner les miettes aux autres. Mais il faut que cela cesse. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que nous parlions. Et c'est le lieu même de dire que c'est une violation fondamentale, une violation grave à notre droit fondamental de pouvoir communiquer librement, en limitant l'Internet au Togo. C'est difficile d'aller sur TikTok. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'utiliser des VPN pour aller sur ces réseaux sociaux. Pourtant, en fait, le régime aussi communique sur ces réseaux sociaux. Ils communiquent à qui concrètement pendant qu'ils ont fermé ces réseaux-là? Ils savent à qui ils communiquent. Finalement, on est dans un cercle vicieux que nous ne comprenons pas. Donc, la solidarité, au nom du principe de la solidarité,
Si on avait des emplois décents, on avait des métiers décents, et c'est en Allemagne qu'il faut voir ça. Je veux m'appesantir un peu là-dessus. Quand j'ai fait l'Allemagne, on a étudié ce principe de solidarité. Et j'ai demandé pourquoi. Et on dit que quelqu'un qui est en chômage, il est le plus stressé des citoyens. Vous avez fini vos études et puis vous êtes en chômage. Ou bien, par un incident, ou bien une catastrophe naturelle, vous retombez dans le chômage. Ça dit que votre service a été frappé par un cataclysme naturel, et bien vous retombez dans le chômage. Celui-là, il doit payer le loyer, il doit payer les impôts. Mais il faut que ceux qui travaillent puissent cotiser au nom de la solidarité pour l'aider. Et on appelle cela les revenus de remplacement ou bien de complément. Pour permettre à celui-là de subvenir aux soins de sa famille, pour nourrir ses enfants, pour les scolariser. C'est ça la solidarité. Et cette solidarité est inscrite dans notre constitution. Et la solidarité est le soubassement et le socle de ce qu'on appelle la cohésion nationale. Bon, tout ce que vous dites là, ça montre qu'au Togo, jusqu'à présent, après 60 ans d'indépendance, nous sommes à 65 ans maintenant, ce qui est protection sociale, ça n'existe carrément pas presque. Non, pas du tout. Puisqu'au nom de la science qui s'appelle la géographie économique, il y a des disparités économiques énormes au Togo. Puisque cette science qui s'appelle géographie économique est une science qui étudie la localisation des activités économiques qui nourrissent un État. Et si nous prenons le Togo, il y a une forte concentration des activités économiques à Lomé. Mais lorsque nous rentrons à l'intérieur du pays, vous verrez que tout est convergé vers le Togo. D'où même les zones rurales. Tous les jeunes au village pensent qu'il faut venir à Lomé pour pouvoir survivre. Monsieur Aoudi, le pays est endetté. Malgré cela, on crie toujours que cela ne va pas. Sommes-nous en train de payer les dettes ou bien ce sont les effets de ces dettes? Nous ne faisons que multiplier plutôt les emprunts qui fait agrandir la dette. Puisqu'il paraît que avant 2005, notre dette envers les banques était à 1000 milliards. À 1000 milliards. Maintenant, nous avions négocié qui est devenu 700 000 milliards. Mais aujourd'hui, cette dette a flambé. Nous sommes allés jusqu'à 15 000 milliards de dollars ou bien de francs CFA, je ne sais pas. Bon, on est en train de sombrer le pays. Parce que lorsque vous dirigez un pays, vous devez tenir compte des bases économiques, sociales, environnementales pour les générations futures. Vous ne pouvez pas diriger un pays en tenant compte seulement de l'existant. Vous devez tenir compte de l'avenir et de ceux qui vont venir après nous. Comment vont-ils faire? Il ne faut pas que notre façon de diriger le pays hypothèque la jouissance de la vie même des générations à venir, de nos enfants que nous faisons. C'est ça les Allemands appellent le sol et le sollen. Le sol, c'est l'existant. Aujourd'hui, le sol des Togolais ne plaise pas aux citoyens togolais. Ne plaît pas aux citoyens togolais. Les Togolais veulent un sollen. Ils veulent un mieux-être, un mieux vivre. Mais comment sommes-nous arrivés à tel point qu'un territoire vaste avec des terres cultivables ne sommes même pas parvenus à l'autosuffisance alimentaire? C'est un manque de vision. Et sur ça, vous allez me permettre. Parce que c'est le point culminant de mon projet de société. Je dirais même que c'est la boussole de mon engagement politique, à part le combat contre l'injustice sociale. C'est d'ailleurs, nous ne prenons pas au sérieux la terre que Dieu nous a donnée, qui est d'ailleurs fertile. C'est pourquoi moi je combats sérieusement l'utilisation en matière de l'agriculture paysanne des herbicides et des produits qu'on utilise pour tuer les herbes, l'engrais chimique. Je combats ça. Parce que ça me tue à petits coups. Puisque, bon, je ne suis pas... Puisque les terres togolais même sont déjà fertiles. Et je m'engage pour la promotion des engrais bio. Pour que nous ayons vraiment une nourriture saine pour nourrir notre population. Vous touchez la sécurité alimentaire. Oui, j'en viens. Parce que ces mots-là, bon, parfois, des gens utilisent ça comme c'est un slogan. Non, ça a des significations sérieuses. Exactement. On parle de l'autosuffisance alimentaire lorsqu'un pays est capable de produire sa propre nourriture.
Et moi, j'ajoute que nous parlerons de l'autosuffisance alimentaire lorsque nous arriverons à sensibiliser les gens, à comprendre que le fait d'utiliser l'herbicide et l'engrais chimique a un impact négatif sur notre santé. Donc, l'autosuffisance alimentaire, pour moi, c'est que nous ayons la capacité de produire des nourritures bio pour notre santé. Donc, l'autosuffisance alimentaire, c'est la capacité de produire sa propre nourriture et d'éviter la dépendance des importations d'aliments. Et l'autosuffisance alimentaire est un objectif potentiellement précieux pour la sécurité alimentaire. C'est quoi la sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est... On parle de la sécurité alimentaire lorsque les citoyens ont la capacité économique, physique, de se procurer à tout moment, j'insiste là-dessus, à tout moment, une nourriture saine et nutritionnelle dans un pays donné. Je dis bien à tout moment. Est-ce que c'est ce qui se passe au Togo? Non, malheureusement. Ça voudrait dire que, en amont, nous avons cherché l'autosuffisance alimentaire à cultiver beaucoup de denrées. Pendant le Togo, moi j'ai parcouru le Togo jusqu'à 57. Et j'ai vu que Dieu nous a donné des terres cultivables. Vous avez parlé dans votre détail en posant la question, vous avez parlé d'agriculteurs. Je peux dire que nous n'avons pas encore de vrais agriculteurs au Togo. Celui qu'on appelle agriculteur, c'est pas celui qui va au champ, il arrive à cultiver un carré, 12 bras sur 4, qu'on parle d'agriculture, c'est un paysan qui fait des cultures de subsistance pour manger, parfois ça ne suffit même pas. Comment se fait-il que vous n'avez pas encore d'agriculteur? Oui, un agriculteur, c'est celui-là qui a plusieurs tracteurs, qui peut cultiver 3 hectares, 4 hectares en une semaine, qui a des métayers, qui a des fonds en banque, qui peut faire des prêts. C'est ça qu'on appelle un agriculteur. Effectivement, en parlant de l'agriculture, Qui peut même contribuer, oui, qui peut même contribuer à des actions publiques, qui peut l'arranger demain, qui peut soutenir un candidat à une élection législative dont il se retrouve dans son projet de société. ouais. Voilà, c'est ça qu'on appelle un agriculteur. Alors qu'au Togo, on continue de cultiver avec le coucou et la roue. Effectivement, vous avez longuement parlé de cela dans votre projet de société, au cours de votre campagne législative, mais avec des thèmes et des mots crus jusqu'à, disons, je cite, s'ils viennent désormais vous apporter en ce 21e siècle des machettes, coucou et d'abat, prenez cela pour faire des cérémonies sur le champ. Vous parlez de couper la tête, en quelque sorte. Pourquoi avez-vous été si dur pour cette colère quand il s'agit de... Oui, parce que, franchement, j'ai été candidat, et lors des campagnes de ces élections législatives, j'ai vu qu'on se moquait encore de nos parents, et par ricochet de tout le peuple togolais. Comment au 21e siècle, à côté ici au Bénin, on distribue des tracteurs aux paysans pour pouvoir booster l'agriculture béninoise, on vient nous donner encore des coucous. Mais je me demande, est-ce qu'ils ont une fois travaillé au champ avec le coucou? Combien d'hectares pouvons nous faire pendant une semaine avec le coucou? C'est pour cela que les paysans s'adonnent à l'utilisation des herbicides, parce qu'ils sont fatigués. Quelqu'un qui travaille pendant 30 ans au champ avec le coucou et la roue, c'est normal que sa santé soit impactée. Et souvent, c'est les maux de hanche. Donc, quand il trouve que bon, l'herbicide, là, il arrose les herbes, et puis bon, il vient planter. Et non, mais ça nous tue. À un moment donné, appelé là-bas, les pieds des gens ont commencé à gonfler. Il a fallu que, ça je ne l'ai jamais dit, que j'organise une sensibilisation porte à porte. Pourquoi? Lorsque vous allez asperger l'herbicide, si vous avez une petite plaie et que ça rentre dedans, la plaie là est infectée. Immédiatement. Parce que c'est un produit très fort. Et ça tue la terre. Les éléments nutritifs que les plantes devraient puiser, ces produits-là les tuent. C'est pour cela que quand on dit consommant local, il faut que cette politique-là aille très loin pour revoir comment est-ce que nous cultivons ce que nous mangeons, avant de dire consommons local. Ceux qui crient consommons local, c'est eux qui importent les engrais chimiques, qui vendent très cher aux agriculteurs. Ça voudrait dire que ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, nous sommes très loin de ça. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité à un pays de choisir ses systèmes alimentaires. Qu'est-ce que nous appelons système alimentaire? Les systèmes alimentaires impliquent
les éléments liés à la production, à la transformation, à la gestion des déchets et au recyclage des déchets et l'élimination des déchets qui sont des déchets, quoi. C'est les déchets qu'on ne peut pas utiliser. Ça va entrer dans un développement vraiment technique. Bien sûr, il faut connaître ça parce qu'aujourd'hui, nous avons des terres cultivables. Et vous ne pouvez pas faire de l'agriculture sans faire l'élevage. Parce que certains déchets vont vous permettre d'élever vos animaux. Parce qu'on ne peut pas manger sans viande. C'est pour cela, moi, j'ai dit que nous avons eu une chance d'être dans une sous-région où, si nous prenons par exemple le Burkina Faso, nous pouvons faire un partenariat entre le Burkina Faso et le Togo. Nous allons leur produire, voilà qu'ils ont un jeune président très patriotique qui a tellement d'ambition. Mais tout reste négociation. Nous pouvons leur promettre que le Togo va vous fournir de maïs. Là, nous savons que nous sommes rentrés dans la sécurité alimentaire. Nous maîtrisons les tenants et les aboutissants de notre production. Et nous allons leur dire que nous produisons telle quantité. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'Afrique, elle est extrêmement vaste et elle devrait normalement se baser aussi. Oui, tout dépend de la vision. Tu sais, pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on ne peut pas cultiver du blé en Afrique. Mais Ibrahim Traoré a démontré le contraire. Ils ont cultivé beaucoup d'hectares du blé. Au Bénin ici, eux, ils n'ont pas choisi de faire du blé, mais ils ont choisi de faire la culture de manioc. Et si je vous dis que c'est avec le manioc qu'on fait ce qu'on appelle sakomi, là, le pain qu'on appelle sakomi au Bénin, vous n'allez pas croire. Je suis allé dans l'usine parce que j'ai eu la chance de le faire à l'université d'Agbo-Mekalavi. Je pense que pendant la période de Covid aussi, il y avait aussi une structure à Lomé aussi qui faisait aussi les... Oui, il faut faire la promotion parce que c'est facile au Togo de cultiver, je ne sais pas trop, de cultiver le manioc parce que nous maîtrisons en quelque sorte cette culture-là en entendant de voir par quels moyens nous aussi nous pouvons tenter de cultiver le blé. Il faut faire la promotion de ça. Et je disais que c'est au Bénin, c'est avec le manioc. Et qui sont ceux qui sont en train de faire ça? Tenez-vous bien. C'est les étudiants en agronomie. Et ce qu'on appelle sakomi au Bénin, c'est plus gros que ce qu'on voit ici. C'est à 100 francs. En ce moment, je ne sais pas c'est à combien maintenant. Et l'argent la revenait à ces étudiants-là pour acheter leurs machines, leurs outils de travail. Et ils apprennent la transformation du produit brut sur le campus avant de sortir. Celui-là peut créer sa propre entreprise de production de... Nous constatons que la plupart de nos formés dans nos écoles agricoles, quand ils finissent par sortir, deviennent des gestionnaires d'engrais et des distributeurs d'engrais. C'est grave. C'est ce qui fait que j'ai lu un article la fois dernière. J'ai été surpris que malgré le nombre d'hectares de rizières que nous avons au Togo à travers toute l'étendue du territoire, que c'est le Japon qui nous fournit le riz. Et j'ai vu qu'en 2003, le Japon nous a donné 2275 tonnes de riz, complété en début de 2024 par 1228 tonnes. Et pourtant, c'est en cette année-là que le prix du riz au Togo a connu un haussement. C'est grave. Et je comprends pourquoi beaucoup de tonnes de riz ont été déversées, qui ont été gâtées, ont été déversées au dépotoir. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion, il y a une gestion calamiteuse de ce riz-là qu'on nous a donné. Et j'apprends que le Japon s'apprête encore à nous donner 800 millions pour acheter du riz. Vous comprenez? Nous qui avons beaucoup de rizières, pour acheter du riz et revendre, et que le prix là sera subventionné. Nous allons surveiller ça. Et c'est le lieu de demander à mon état-major de suivre ça de près. Si jamais, d'ici décembre, nous constatons que le prix du riz n'est pas rabaissé, eh bien, nous allons crier sur eux. Parce que moi, je dis, avec mon projet de société, ou bien notre projet de société, au niveau du CPTD, les 800 millions, là, si on nous donne 300 millions là-dessus, nous allons prendre 150 millions pour cultiver 50 hectares de riz traditionnel que nous appelons chez nous Vouvoulili, qui est parfumé naturellement. Quelle bonne chance! Parce que je dis 250 millions, dans ça, nous allons faire la transformation, nous allons faire le stockage, nous allons faire la mise en sac. Et puis, les 150 millions autres, nous allons prendre 50 millions. Je donne des détails hein, pour vous dire que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Nous allons prendre 50 millions pour cultiver de l'igname bio. Les 100 millions, nous allons prendre 50 millions pour cultiver du gingembre et de curcuma.
Les 50 millions autres, nous allons prendre ça pour cultiver le cacao, qui est très cher maintenant. D'accord, je vois que vous voulez profiter pour faire passer aussi vos projets de société. Bien sûr. Mais ça vous dit, la plupart de nos parents sont des agriculteurs. Tous se plaignent aujourd'hui de leur rendement agricole. Et aussi, avec l'épuisement de l'âge, n'arrivent plus à faire de grandes cultures. Pourtant, ils étaient ceux qui assuraient la production agricole qui permettait de ne pas avoir de manque sur le terrain. Devons-nous parler d'un échec du gouvernement puisqu'ils n'ont pas su vite aider les agriculteurs à s'adapter à alléger le travail de ces derniers. Pourquoi malheureusement dans nos pays les agriculteurs sont pauvres? Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas encore d'agriculteurs. Parce qu'il n'y a pas une politique sérieuse d'encadrement de l'agriculture, notamment au Togo. Sinon, au XXIe siècle, on continue de cultiver avec la roue et le coucou. Les seuls tracteurs, ils ont déversé les seuls tracteurs qu'on nous a donnés dans leur ferme. Au lieu de donner ça aux vrais paysans pour booster l'agriculture togolaise et arriver à l'autosuffisance. Voilà pourquoi nous continuons à être sous les dons des produits alimentaires. Mais ça, c'est un échec. C'est un échec puissant du régime en place, qui n'a pas su faire, qui n'a pas ouvert grandement les yeux politiques pour savoir que l'agriculture pouvait booster un développement durable de notre pays. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que pour pouvoir permettre aux Togolais de manger suffisamment, de manger à CCT, d'avoir 3 repas, il faut passer par une agriculture motorisée. Ok, d'accord. Et voilà, vous venez de parler d'une agriculture motorisée. J'étais sur le point de vous demander quelle devrait être l'action politique du gouvernement en matière de l'agriculture. Et le chef de l'État avait dit qu'il faut rendre le métier de l'agriculture plus attrayant. Pensiez-vous que c'est ce qui est en train de se faire? Moi, je ne les comprends pas. Parfois, ils disent de belles paroles qui ne s'accompagnent pas avec l'action. Vous savez, la politique aujourd'hui dans une démocratie participative se trouve dans les actes concrets et dans la réalisation de ce que vous dites. Parce que la population aujourd'hui ne veut plus écouter des beaux discours et puis s'arrêter là. Des discours creux. Non, ne sommes plus là-bas. Selon vous, que pensez-vous qui devrait être fait pour rendre véritablement l'agriculture attrayante? Il faut motoriser l'agriculture, prendre des mesures d'accompagnement de ceux qui ont décidé d'embraser le métier de l'agriculture. Que ce ne soit pas seulement un slogan. On dit non, l'entrepreneuriat de la jeunesse. Quelle est la mesure accompagnateur? Et curieux, ce qui est curieux pour moi, il y avait un jeune ministre, M. Baka, qui, quand vous l'écoutez, et ses actions sur le terrain, comment il accompagne les jeunes qui voudraient vraiment embrasser le métier de l'agriculture, comment il les accompagne. Lorsque vous amenez un projet pour faire une culture quelconque, il vérifie, il trouve que le projet est bancable, le projet est réalisable, eh bien, il vous finance tout de suite. Mais on a sorti du gouvernement. Apparemment, on a l'impression que, le chef du commandement de bord n'est que des médiocres. Ça, je n'ai pas compris, le fait qu'on saute ce ministre qui montrait des valeurs patriotiques, qui avait un amour profond pour l'agriculture et qui accompagnait les jeunes. On ne peut pas dire aller à la terre avec les outils rudimentaires. C'est dommage. Nous avons déjà des paysans. Aujourd'hui, pourquoi le gouvernement ne crée pas une banque spécialisée pour les agriculteurs? Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas une cartographie des paysans et en fonction des terres qu'ils disposent, leur venir en aide pour créer des fermes personnalisées avec du matériel de mécanisation qui seront endossés par la banque agricole? Pourquoi? Vous voulez que les agriculteurs deviennent riches et qui s'en foutent des 2000 qu'ils vont distribuer lors des joutes électorales? Donc cela veut dire que ce sont des manœuvres qui sont mises en place. Bien sûr. Quand tu vois les agissements politiques et leurs discours qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain, vous comprenez que les gens là, tout ce qu'ils peuvent faire pour maintenir la population togolaise dans le misérable à outrance, pour en utiliser le moment venu, en distribuant de l'argent, c'est comment faire pour conserver le pouvoir à eux seuls. Et c'est grave, on ne peut pas continuer éternellement à se taire comme ça. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que nous parlions. Eh bien, nous allons parler. Parce que vous savez, il vaut mieux réclamer tes droits, réclamer ta dignité. Parce que moi, je dis que nous sommes dans un cercle fermé
et on nous plonge dans un musulman total, dans un silence total. Bon, ça suffit. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire sur l'injustice sociale criarde dans laquelle nous sommes. Et aussi, vu la non-modernisation de l'agriculture, les gens sont obligés de faire des cultures par saison, à tel point qu'il y a des moments où tel ou tel ne se trouve même pas facilement sur le terrain. Le régime a-t-il échoué après 65 ans? Je vous ai déjà dit que c'est un échec puissant. Parce que quand je dis qu'il faut des mesures pour accompagner l'agriculture au Togo, mais il y a des aspects géographiques. Il faut maîtriser l'irrigation. Pour qu'à tout moment, si nous voulons cultiver du riz, à tout moment, on va dire, bon, allez dans telle localité, vous pouvez trouver telle race de riz que vous voulez. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de mon ambition de voir le riz parfumé être cultivé au Togo, qui va servir de bonne nourriture à nos concitoyens. Au-delà d'avoir un emploi décent, aujourd'hui, les membres du gouvernement, ils appellent les jeunes à l'agriculture. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ne s'y intéressent pas vraiment? Vous revenez toujours sur la même question. Exactement. Ouais. Les jeunes ne veulent plus embrasser une agriculture rudimentaire avec les mêmes outils que nos parents ont utilisés il y a de cela plus de 50 ans. Ce qui fait que les jeunes préfèrent aller conduire seul. Un métier très risqué. Et ce qui est marrant, lors des manifestations publiques, c'est eux qui sont les premières victimes de la barbarie organisée par certains de nos concitoyens qui sont de la force de l'ordre, de la gendarmerie ou bien de la police. Et ce qui est marrant, dans un pays de droit, on ne sort pas les militaires lors des manifestations publiques, à moins qu'il y ait vraiment une tentation ou bien une tentative de renversement du régime. Parce que les militaires, ce qu'ils ont appris, c'est un réflexe sur la gâchette. Ils ont la gâchette facile. Parce qu'ils sont formés pour défendre la territorialité de notre pays. Ils ne sont pas formés pour encadrer une manifestation donnée. Donc sortir les militaires, c'est terroriser sa propre population. Et nous dénonçons cela. C'est contre les principes fondamentaux de respect des droits humains. Aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires sont à la hausse. Le prix, le gaz, l'électricité, l'essence. Dites-moi, le chef de l'État avait dit entre-temps qu'il s'agit de la guerre en Ukraine qui a entraîné cela. Que pensez-vous de ces déclarations, puisqu'après des années, nous constatons que rien n'a fait? C'est irresponsable. C'est de l'irresponsabilité politique. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner cela. Puisque bien avant cette crise en Ukraine, il y avait toujours eu d'augmentation du prix de l'essence. Qu'est-ce qui justifie cela? Vous savez, vous ne pouvez pas diriger un pays en faisant des contorsions dans les discours. C'est comme un jeu, quoi. Non, non, je vous ai dit que pour diriger un pays, il faut de la caractérologie. Il faut du caractère. Il faut que vous soyez sévère envers vous-même, d'abord. Ce n'est pas de l'amusement diriger un pays. Surtout, c'est pourquoi moi je dis que nous qui avons l'ambition d'accéder à la magistrature suprême un jour, mais les gens sont en train de nous créer des problèmes. Parce que les Togolais ont tellement souffert qu'aujourd'hui, s'il y a un changement de régime, il y a eu l'alternance au sommet de l'État, eh bien les Togolais, pour avoir tellement souffert, croiront qu'il y aura un changement brusque. De façon de vie voilà. C'est pourquoi je dis qu'il faut commencer à mettre l'accent sur ce qu'on appelle la culture politique pour pouvoir pondérer des sentiments, pour pouvoir amener les gens à être patriotiques. Vous savez, la solidarité est un principe fondamental pour créer des sociétés justes, fortes et résilientes. Lorsque les gens sont inondés à Saint-Cancer, à Blita, il faut que tout le peuple togolais se sente comme si c'était, ou bien toutes les couches sociales se soient concernées. C'est ça qu'on appelle l'empathie. Il faut que chacun soit empathique. Mais bon, à cause des inégalités ethniques, économiques, sociales, dans plusieurs domaines, fait que bon, si ça arrive aux gens, on dit bon, c'est eux.
Ben, on constate que l'inégalité est presque partout maintenant. Ouais, c'est ce qui fait la grogne sociale. Des mesures sont... Vous savez, là où nous sommes arrivés maintenant, là j'ai fait des analyses. Ce sont des analyses, ce ne sont pas des opinions. Je fais des analyses, je peux toutefois me tromper. Là où nous sommes arrivés maintenant, chose quoi? Que les Togolais ne veulent plus de ce régime, ils sont fatigués de ce régime. Il faut que quelqu'un d'autre vienne faire. Et je pense que le Premier ministre, en tant que grand frère, il a encore l'occasion de sortir par la grande porte. Moi, je ne souhaiterais jamais pour lui qu'il sorte par la petite porte. Pour l'avenir, ce n'est pas bien, au nom de l'éthique politique nationale, ce n'est pas bien pour l'avenir de la gestion de la cité togolaise. Des mesures sont prises dans ce pays telles que MIFA, FNFP, d'autres mesures. Mais aujourd'hui, les marchés brûleux ne sont pas reconstruits. Des femmes sous des dettes, sans accompagnement, sous la pression des microfinances, à tel point que d'autres sont obligés de vivre dans la clandestinité. Tout ceci peut être source de colère. Bien sûr. Ce qui s'est passé dans les grands marchés, et à analyser cela, c'est comme si c'est planifié. Pour punir indirectement ces dames-là, parfois, qui tentent de soutenir ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion calamiteuse de notre pays. Des gens, bon, ceux qui vivent dans la clandestinité, merci. Pour eux, c'est encore bon. Il y a des gens qui ont connu l'AVC, qui sont malades, qui n'ont même pas de moyens financiers pour pouvoir se faire traiter. Il y a d'autres qui ont succombé. Donc, ceux qui ont fait, dans un pays normal, ceux qui ont brûlé ces marchés-là devaient être poursuivis et être en prison. Connaître les auteurs. Ceux qui ont fait ça, ce sont des criminels, des vrais criminels. Si vraiment la justice faisait son travail, si vraiment les pouvoirs publics, ceux qui crient qu'on va lancer des mandats d'arrêt, ils n'ont qu'à chercher celui-là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a quitté ailleurs pour venir. Parce que c'est avec le kérosène qu'ils ont brûlé, selon les enquêtes techniques, c'est avec le kérosène. Alors que c'est ça que les avions utilisent comme essence. Mais qui peut avoir accès au kérosène si ce n'est pas ceux qui ont la manette de régenter le pouvoir, de régenter l'État. Cela ne peut que susciter de la colère. Puisque vous savez, dans les coulisses, des gens peuvent parler. Voilà les commanditaires. Donc c'est énervant, c'est choquant de voir que peut-être ceux qui ont brûlé sont encore des postes clés de la gestion du pays. Ou bien les commanditaires. Dans un état de droit, lorsqu'un régime n'arrive pas à répondre aux aspirations profondes de son peuple, quelles devraient être les conduites à tenir? Ça dépend de deux aspects fondamentaux. Le premier aspect, lorsque vous êtes vraiment responsable et que vous avez l'éthique politique, vous avez le sens de la responsabilité, de la fonction républicaine, eh bien vous démissionnez. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsque la personne ne reconnaît pas qu'il n'arrive pas, qu'il est dans un amateurisme politique, eh bien, il faut que le souverain reprenne son pouvoir pour redonner ça à qui il pense que le peuple, le souverain, pense qu'il peut mieux faire. Donc, il appartient aujourd'hui, nous constatons que les gens là, ils sont dans un blocage intellectuel, dans un blocage virtuel pour dire que bon, nous maîtrisons. C'est pour cela qu'ils sont en train de nous terroriser, ils ne veulent pas que nous parlions. Oui, mais en matière de démocratie en Afrique ici, pourquoi nos États, les régimes n'arrivent jamais à se remettre en question ou s'excuser devant le peuple et renoncer au pouvoir, enfin, qu'un autre puisse venir essayer aussi? C'est un manque de culture politique et un manque de ce que j'appelle la morale en politique. Parce que si vous avez la morale va vous amener à avoir la crainte de Dieu. Donc, au nom de cette crainte de Dieu-là, vous pouvez renoncer facilement au pouvoir. Et peut-être que le peuple, après tout, après analyse, va vous rappeler encore aux commandes du pays. On a vu le cas de Kérékou. La population a dit, nous ne voulons plus de toi. Mais quand il est parti après un mandat, c'est le peuple qui l'a encore réclamé. Ça a commencé à booster la démocratie, cet état de fait. C'est ça que je range dans ce que j'appelle l'éthique politique. C'est un militaire, il pouvait dire, bon,
Quand la population est sortie, qui ne le veut plus de lui, les militaires voulaient tirer. Il a dit non. C'est nos concitoyens. Si c'est pas à cause de moi, vous allez les tuer. Vous avez vu la foule là, vous allez tuer combien? Il a dit, vous avez demandé que je parte. Je vais partir. Mais permettez-moi d'organiser les élections démocratiques. Et ça a commencé, l'alternance a commencé au Bénin. À partir de lui, nous avons le 3e président au Bénin aujourd'hui. Et chaque président qui arrive, au nom de l'ego politique, au nom de sa vision politique, voudrait faire mieux que son prédécesseur. C'est ce que nous sommes en train de faire, voir au Bénin. Et quelle est la conséquence directe? C'est la population qui en est le bénéficiaire. Exactement. Des avantages de la volonté de vouloir faire mieux. Nous constatons que dans les pays environnants, des mesures sont prises pour soutenir un peu le pouvoir d'achat des populations. Pourtant, au Togo, ce sont des mesures pour combler plutôt le pouvoir d'achat, à tel point qu'aujourd'hui, l'Office du baccalauréat demande aux détenteurs de procéder à un nouveau système où ils devront dépenser 1000 francs pour avoir des duplicata, des diplômes qu'ils ont du mal à faire. C'est le lieu de condamner ça de façon vigoureuse, pour dire que c'est une décision calamiteuse. Parce que quoi? Pour plusieurs raisons. Je vais donner quelques-unes. Première raison, c'est une raison économique. Au moment où nous cherchons, nous nous sommes battus pour que nos enfants, nos petits frères, nos petites soeurs, nos filles puissent avoir leur bac. Vaille que vaille. Avec tout ce que nous avions déjà décrit, eux, ils vont encore racketter les pauvres parents. Non, 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 non. Le CPDD ne va jamais accepter ça. Et ça, nous sommes incroyables là-dessus. Le centre des patriotes togolais pour la démocratie. Nous avons constaté que dans une de vos vidéos, vous avez parlé le 25 juin passé de cela en demandant qu'il rétracte même cette loi. Bien sûr, c'est là où je voulais en venir. Ça, les CPT2 moi seront très incroyables là-dessus. Et pour ça, je le dis clairement, sans embâche, que si cette décision n'est pas retratée par l'auteur de cette décision, qui va encore nous demander de payer par diplôme 1000 francs, le relevé de notre 1000 francs, l'attestation de réussite 1000 francs, ça fait 2000. Parce que si j'ai 3 enfants qui ont réussi, avec les tralala qu'ils vont faire pour prendre ce duplicateur-là, nous disons non. C'est une arnaque organisée. Nous n'allons plus accepter une autre arnaque à part ce qu'on nous fait avec le certificat de nationalité. Monsieur Aboudi, comment se fait-il qu'après les études universitaires, des jeunes ne trouvent pas d'emploi? Existe-t-il une inadéquation entre la formation et le terrain de l'emploi au Togo? Quelque part, oui. C'est-à-dire que le système éducationnel togolais doit être revu pour faire en sorte que dès le bas âge, qu'il y ait des commissions d'orientation sérieuses, académiques, pour suivre les enfants. Et pour cela, si jamais nous prenons le pouvoir demain, nous allons introduire dans les modules enseignés, les modules pratiques. Par exemple, apprendre dès le bas âge, apprendre aux enfants, surtout les enfants des zones reculées, des zones rurales, comment faire des recherches sur les ordinateurs. Ça voudrait dire que nous devons leur procurer des petits ordinateurs afin qu'ils apprennent ça. Avoir une bibliothèque, informatiser l'éducation, moderniser l'éducation. Voilà, avoir une bibliothèque virtuelle. Si on doit apprendre aux enfants déjà dès le bas âge comment aller chercher un livre sur l'internet, comment il faut taper un test déjà. Partant de là, ça c'est un seul domaine que je prends. Partant de là, on peut détecter le talent informatique dans un enfant. Les gens détecter le talent numérique, digital dès le bas âge et le suivre. Jusqu'au BPC par exemple, nous aurons des écoles qui vont former des hauts techniciens en matière de digitalisation de nos données. Ce qui fera que dès que l'enfant a le BPC, il a déjà un boulot. C'est cela même nous avons les jeunes des activités artisanales, menuiserie, plomberie, les notions de base de plomberie seront enseignées, les notions de base, parce que notre pays est en construction. Nous avons besoin de ces gens-là pour mieux construire notre pays, avoir des grands ciels, avoir des boulevards, et pourquoi pas une grande autoroute de Lomé jusqu'à Saint-Cancé. Puisqu'aujourd'hui, on est obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir nous faire ces constructions. Oui. Je crois qu'il va arriver un moment que nous aurons besoin peut-être des assistants techniques. Parce que nous aurons la main-d'œuvre qualifiée
sur place. Ok. On parle aujourd'hui de la plateforme industrielle d'Atletico Cocktail. Quel est votre regard en termes d'emploi? Nos compatriotes ont été limogés des sociétés là-bas, sans aucun respect des dispositions, sans que l'État ne dise un seul mot. Mais on fait la publicité de cette plateforme, pourtant le système de paiement ne respecte pas les règles en vigueur. Tout ça a provoqué notre souveraineté est effritée. S'il y avait une vision pragmatique de cette plateforme, eh bien, ces choses ne devraient pas arriver. Ailleurs, c'est les nationaux qui devaient être mieux entretenus. Là-bas, on ne va pas licencier quelqu'un abusivement sans lui payer des droits. Ça, c'est une violation de quelques dispositions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Et c'est grave. Ça veut dire que nous n'avons aucun respect pour les traités internationaux auxquels nous sommes signataires. Monsieur Aoudi, nous sommes à la fin de notre entretien. Au regard de tout ce que nous avions débattu, quel est votre dernier message que vous pouvez apporter à la population en ce qui concerne le quotidien de vie des Togolais? J'ai l'habitude de dire que lorsque vous traversez l'enfer, il vaut mieux continuer jusqu'à sortir de l'enfer. Moi, je vois le bout du tunnel de cette souffrance qu'on nous a imposée. Ce n'est pas une fatalité d'être pauvre. Ce n'est pas une fatalité. Si nous voulons, nous allons reconstruire notre pays dans l'unité nationale. Eh bien, je suis en train de demander à chaque Togolais de questionner son fort intime pour savoir est-ce qu'il vit vraiment ou bien il vivote. Et je titille leur conscience de se réveiller. Et pour cela, je profite de l'occasion pour dire à l'office de bac que nous les surveillons. S'ils ne retraitent pas cette décision calamiteuse qui va encore nous créer des problèmes financiers et économiques et qui va être en désaccord avec les principes adéquats en matière d'éducation. Moi, j'ai souffert, j'ai eu mon diplôme. Vous gardez l'original, vous me donnez du duplicata. Au nom de quel principe des droits de l'homme? Si ne retraite pas cette décision, eh bien, nous allons appeler toute la population, les parents, les élèves, les étudiants, les organisations de la société civile, les partis politiques, toute la population dans la rue à cause de ça seul. Nous vous remercions. Merci, monsieur Aoudi. C'est plutôt moi qui vous remercie.